Je voulais simplement signifier vraiment notre attachement, notre amitié pour le CNLRQ, pour les régies de quartier. On travaille depuis longtemps ensemble. Je n'ai pas de doute sur le fait que ça continuera, autant dans les régions qu'au niveau national. On est vraiment dans une réelle communion de valeurs et de visions de la société, de ce qu'on peut faire pour avancer sur des sujets aussi importants que l'habitat, que la santé. Voilà, vous faites plein de choses, vous avez l'innovation en vous, ça tombe bien, la Fondation soutient l'innovation sociale. Au contact quotidien du scandale que représentent l'énorme taux de chômage des jeunes de nos territoires, notre mouvement ne pouvait que s'engager pleinement dans le recours à ce dispositif emploi d'avenir. Par sa durée et la perspective d'un métier valorisé socialement, ce dispositif offre aux jeunes concernés une véritable expérience professionnelle et une montée en compétences. Il y avait urgence à répondre à leurs attentes dans la mesure des moyens du réseau, bien sûr. Cet engagement des régies est en accord avec les fondamentaux de notre projet politique qui vise en particulier à valoriser les potentiels et les richesses issues des ressources humaines, y compris celles des jeunes adultes peu qualifiés ou pas du tout qualifiés. Les résultats du bilan intermédiaire au 1er juillet de cette année sont très encourageants. 3 régies sur 4 ont créé des emplois d'avenir, quelques-unes un seul, une large majorité entre 2 et 4, et d'autres entre 18 et plus. Soit environ dans le réseau 440, dont un peu moins de 200 en lien avec les bailleurs, et pour les prévisions pour la fin de l'année sont de l'ordre de 500 emplois d'avenir. Mais je rappelle que notre programme était bien sur 3 années. Voilà. Le profil des jeunes employés est bien celui qu'on s'était fixé. Plus de 80% d'entre eux sont qualifiés, non qualifiés ou peu qualifiés. Ils sont en grande majorité, 88%, employés à temps complet, dans une grande diversité d'activités dont vous aurez un aperçu durant la journée. Comme vous l'avez dit, Madame la Présidente, le gouvernement a choisi d'augmenter ses objectifs dès 2014 en faisant 95 000 emplois d'avenir pour 50 000 annoncés il y a un an dans la loi de finances. Pour 2015, le dispositif se poursuit, donc ne relâchons pas nos efforts, poursuivons, et on se rend compte que la proportion de renouvellement est importante. Donc c'est un signe que là aussi, les employeurs qui auraient hésité ou qui ont été un peu frileux à rentrer délibérément dans une démarche à 3 ans, soit pour des raisons financières, soit pour petit scepticisme quant à l'efficacité ou l'intérêt de la mesure. Aujourd'hui, le taux de renouvellement est important. On est à peu près à 10 000 renouvellements sur une estimation d'un volume de 12 000. Donc on voit bien là que cet intérêt à une expérience professionnelle sur la durée est de fait partagé, même si on avait un volume de CDD d'une année assez important au départ. Mais également de favoriser autant que possible la participation à leur mission de gestion du territoire, autour des activités que je citais tout à l'heure d'entretien et de gestion urbaine de proximité. Une bonne partie, près de la moitié des emplois d'avenir dans les régies concernent ce type d'activité, ce qui était un enjeu en effet pour le réseau et pour les régies, de pouvoir mobiliser des jeunes sur le territoire, sur ces activités-là. Et c'est bien la démonstration que les régies parviennent à réinventer, à inventer de nouveaux profils de postes. On a 3 grands axes de formation qui ont du coup été ouverts aux jeunes en emploi d'avenir. C'est les formations organisées par le Comité national de liaison des régies de quartier, qui sont toutes les formations qui permettent à l'ensemble des professionnels et aussi des bénévoles qui interviennent dans le réseau de comprendre l'environnement dans lequel ils se situent. Et évidemment, les jeunes qui ont été recrutés dans les régies en emploi d'avenir ont eu accès et ont participé largement à ces formations. Je pense notamment aux stages acteurs. On a une implication des jeunes, même si, voilà, par moment, c'est pas facile de les emmener
au centre de formation et il y a toujours un peu de fébrilité lorsqu'arrivent les épreuves qui ponctuent le diplôme du CAPA, notamment. Voilà, donc ça nécessite beaucoup d'accompagnement, mais on voit bien qu'on a eu raison de parier sur cet investissement formation parce que ça semble, en tout cas, porter ses fruits. Et puis, la dynamique territoriale qui s'est engagée derrière ça. L'État, parce que dispositif unique au monde, la région Nord-Pas-de-Calais, parce que la région Nord-Pas-de-Calais contribue également à la solvabilisation des emplois d'avenir en prenant 75% du reste à charge. On a quand même observé que même si on réunissait toutes les conditions, et tous les moyens étaient là, hein, tout était mis sur la table, que malheureusement, au niveau des jeunes, parce qu'on avait 20 postes, on en a aujourd'hui 14, il y en a 6 qui sont sortis et pour lesquels voilà, on a dû les sortir des effectifs parce que où ils ne venaient plus du tout au niveau des formations. Donc quand on a pu remplacer, on a remplacé. Mais malgré tout, on a eu beaucoup de défections, voilà, par rapport à ça, à tel point qu'à un certain moment, on s'est posé la question et on a interpellé l'État et les sous-préfets à la ville, au niveau du département du Pas-de-Calais, en disant mais on a une difficulté, il a entendu notre difficulté, on a monté avec lui un projet de pré-repérage sur les emplois d'avenir. Des premiers stages pour l'emploi dans l'entreprise qui ont été baptisés dans les années 80 des SIVP, c'est la gauche qui a inventé le terme SIVP, qui ont donné lieu aussi aux travaux d'utilité collective, qui se sont transformés en contrat emploi solidarité, contrat emploi consolidé, plus dans nos affaires, tout ceci se consolidant, hein, c'est-à-dire qu'au départ ce sont des stages, donc pas des contrats de travail, ça devient des contrats de travail, et dans certains cas, se ciblant spécifiquement sur la jeunesse des quartiers, en ZUS, lorsque les ZUS naissent, sont créés les contrats emploi-ville qui les concernent directement. Et puis les contrats emploi-ville sont étendus à toute la jeunesse en difficulté avec le grand programme des emplois jeunes, qui sont exactement labellisés comme... Je sais que vous y réfléchissez actuellement, tous ceux qui se préoccupent des emplois d'avenir, sous le label Nouveaux services, nouveaux emplois. Le programme des contrats emploi jeunes, c'était le programme Nouveaux services, nouveaux emplois. Nous avons signé, pour les emplois d'avenir, une convention. Le mouvement HLM a pris a pris acte et a donné des objectifs, a pris ses responsabilités, tout en sachant qu'il pouvait, par les organismes, avoir des emplois d'avenir en direct, et puis avoir aussi, avec les régies de quartier tout particulièrement, un échange, un travail collectif. J'ajoute que ces nouveaux métiers sont indispensables dans les quartiers dont on a parlé tout à l'heure avec... leur connotation, souvent d'ailleurs négative, mais dans les opérations de renouvellement urbain. Une population qui, par la force des choses, a migré, est revenue, ne souhaite pas revenir, s'installe dans un autre quartier. Il y a là un brassage de population qui a, ici ou là, cassé certaines mauvaises habitudes, qui a fait comprendre qu'il y avait un ailleurs que le quartier initialement occupé, et que les conséquences peuvent être bénéfiques. Donc sur la médiation, c'est en fait 34 personnes qui sont des emplois d'avenir, mais c'est bien plus que ça en termes d'encadrement et en termes d'équipage, je dirais, puisqu'on a plus de 50 personnes sur le terrain qui travaillent de 11h jusqu'à 19h le soir. C'est un travail qui a été élaboré avec l'ensemble des partenaires, donc Égalité des chances, hein, préfecture Égalité des chances, mais aussi préfecture de police, puisqu'on a la chance d'avoir une préfecture de police sur Marseille, pour pouvoir en fait répondre à des besoins de locataires sur lesquels il y avait un vrai problème de sentiment d'insécurité. Pour y répondre, c'est pas que mettre des gens, c'est les rendre en tant que vrais professionnels, donc ils ont des actions qui sont mesurées, et c'est là en fait qu'on a été séduit par la réponse à l'appel d'offres qu'on a lancé par la régie, c'est qu'ils nous ont proposé en fait une structure d'organisation qui comptabilisait toutes
les faits et gestes des opérateurs avec des moyens importants, puisqu'il y a des véhicules, il y a un encadrement très soutenu, il y a des systèmes informatiques qui renvoient de l'information. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur l'encadrement en premier, on a une organisation, on a des groupes de 4 personnes, 3 emplois d'avenir, un référent. Un référent, c'est une personne qui est plus âgée, une trentaine d'années, qui a niveau 4 voire 3, qui a un diplôme, qui a un titre professionnel, TMS, et qui est chargé d'accompagner techniquement sur le terrain les jeunes en emploi d'avenir. Voilà. Il est là pour transmettre son savoir-faire, et puis il est là pour transmettre également la bonne attitude professionnelle sur le terrain. Et ensuite, on retrouve un chef d'équipe pour 2 groupes de 4, donc pour 8 personnes. Ça, ce chef d'équipe, lui, il est plus chargé, je dirais, du rappel des missions de la médiation sociale. Il rappelle souvent, nécessaire de reformuler ce qu'on attend de notre collaborateur. Hein. Voilà. Et qui aussi, régulièrement, je dirais, recadre s'il y a lieu de le faire. Okay. Ça, ce sont 2 actions indissociables. Accompagnement, encadrement. On a peut-être été trop ambitieux, quoi, parce que un titre professionnel de ce niveau-là, pour des publics qui étaient en difficulté au niveau scolaire, quoi, c'est pas forcément une bonne chose. Donc on a réfléchi à mettre en place une formation à niveau 5. Enfin, on a discuté pendant 2-3 heures. Hein. Et puis une semaine après, ils ont passé leur examen. Et sur les 8, il y en a 7 qui l'ont eu le titre professionnel, quoi. Donc ils nous surprennent, quoi. Et c'est ça qui est génial, quoi. Voilà. Et je dirais que ça donne du sens à ce qu'on fait et ça vaut le coup, quoi, de les aider, ces jeunes-là, quoi. Voilà. Je dois dire qu'on a la chance, nous, d'avoir un partenaire comme 13 Habitat qui joue aussi le jeu de la passerelle à l'emploi, puisque cette année, il y a une personne qui a arrêté son contrat parce qu'elle a été embauchée par 13 Habitat. Elle a passé le cursus classique de l'embauche, elle est conseillère clientèle. Et puis 2 autres qui ont été embauchés par des centres sociaux. Voilà. Dans la mesure, enfin, à force, je dirais, de côtoyer, de rencontrer les partenaires associatifs sur le terrain. Force est de constater que dans les structures de l'IAE, les jeunes, quand on dit les jeunes, on est bien d'accord, c'est les moins de 25 ans, ne sont pas majoritaires. Et je trouve que l'initiative qui a été prise par le Conseil national de liaison des régies de quartier de s'engager dans les contrats emploi d'avenir pour les jeunes et aussi marque une volonté de s'intéresser à ce public qui, le sociologue le disait tout à l'heure, constitue quand même les gros bataillons des chômeurs dans notre pays. Pas les seuls malheureusement, mais ils sont très nombreux. De ceux qui sont en sortie d'emploi d'avenir, c'est-à-dire ceux qui étaient sur des périodes courtes, 50% ont retrouvé dans les 3 mois, pas 50%, 45%, ont retrouvé dans les 3 mois un emploi, alors soit chez le même employeur, dans le cadre d'une reconduction, soit chez un autre employeur, et 6% sont en formation, c'est-à-dire qu'on a un peu plus de 50% de sorties positives. On a aujourd'hui un retour aux missions locales qui est de l'ordre de 42%, ce qui est un chiffre très élevé. Mais enfin, quand même, on a plus de 50% des jeunes qui sont en emploi ou en formation. Bon, c'est des chiffres qui sont sensiblement plus élevés que ceux qu'on constate pour les contrats aidés. Donc, on a cet effet levier sur les CDI. Et bien sûr, on a aussi un renforcement du volet formation qui est apporté en plus des OPCA par la région Île-de-France avec un conventionnement qui est intervenu là aussi dès 2013 avec les 5 principaux OPCA des métiers. Et là aussi, plus d'1 million d'euros a été apporté pour encourager et favoriser les parcours de formation. Le syndicat employeur a comme objectif de faire vivre une convention collective. Notre convention collective existe et elle est applicable à tous les salariés. Et ça, je crois que c'est important de le dire, qu'ils soient en contrat aidé ou qu'ils soient en contrat de droit commun, la convention collective s'applique à tout le monde. Et ça aussi, ça a eu donc l'arrivée des jeunes en emploi d'avenir, quand on me l'a vu déjà ce matin dans un tas d'expériences ou dans un tas de dire qui a été dit ce matin, pardon, de dire qui a été dit, oui, bon, des choses qui ont été dites ce matin. Très souvent, ça a été sur des emplois nouveaux, sur des réponses à des besoins
qui n'étaient pas couverts dans nos quartiers, et que grâce à l'arrivée des emplois d'avenir, on a pu créer une activité au service des habitants. Sur les 16 000 emplois d'avenir que j'évoquais tout à l'heure, on en a un peu moins de 7 000 qui ont accédé à la formation aujourd'hui. Sur ces 7 000, c'est à peu près un tiers sur lesquels nous avons plus d'un module de formation. Donc on voit bien toute la nécessité qu'il y a, de là où ça a marché, avec des vrais parcours, de tenter de transformer l'essai en, voilà, encore une fois, en donnant envie, en donnant la matière aux missions locales, aux entreprises, des points de repère qui sont nécessaires. On avait déjà pas mal travaillé en termes d'ingénierie de parcours un peu théorique, mais on avait déjà fait pas mal de choses sur tous ces métiers-là pour donner les points de repère permettant d'accéder à un certain nombre d'emplois, qui en plus assez fréquemment peuvent être aussi réglementés, y compris dans nos secteurs. Donc on avait travaillé sur la logique de l'emploi. Il faut aussi que l'on arrive à plus travailler sur la logique donc, de formation à travers des modules successifs permettant d'accéder progressivement à cet emploi, aux formations nécessaires pour être pérenne dans les emplois concernés. Donc ça, pour nous, ça fait partie des enjeux qui sont importants. On voit aussi apparaître des réflexions, notamment portées peut-être par certains d'entre vous. On me parle aujourd'hui d'un accompagnement autour d'un CQP sur la maintenance. Bon, ça, c'est des choses qu'effectivement sur lesquelles on peut commencer à travailler et à accompagner votre branche. Je citais tout à l'heure le chiffre néanmoins d'un taux de rupture qui était faible. On a effectivement à fin août un taux de rupture cumulé depuis le début du programme de 11%. On constatait un peu plus tôt en 2013 qu'on avait un taux de rupture, pour établir une comparaison, à 3 mois qui était de 6% versus 10% en CUI. Donc je soulignais que ça montrait à la fois la qualité de l'accompagnement qui est fait, le repérage, la sélection des jeunes, la sélection des employeurs aussi, hein, la motivation des jeunes. Ça soulignait dans le programme d'emploi d'avenir, il y a effectivement quelque chose de nouveau qui est intervenu en termes d'accompagnement. On a franchi une étape nouvelle et c'est effectivement une garantie. Philippe Buzinski, directeur de la régie de Grande-Synthe. Par rapport à la formation, effectivement, et sur le niveau de temps de formation, effectivement, ça paraît, on est sur une base de 200 heures, voire moins, en termes de durée de formation. Ce qu'il faut savoir, et le constat qu'on faisait tout à l'heure, c'est qu'en fait, on a des publics quand même assez éloignés de l'emploi, qui n'ont jamais travaillé. La première année, si on est à la fin de la première année du dispositif. Il y a des gens qui sont rentrés encore tardivement sur les postes. L'intégration s'est fait aussi au fur et à mesure. C'est qu'en fait, on a besoin d'un temps d'adaptation et d'immersion dans les structures. Effectivement, si on est cohérent, il y a ce travail d'intégration dans les structures. C'est notre priorité. Nous avons développé aussi, dans le cadre de cette sanctuarisation du budget de la politique de la ville, nous avons prévu de faire progresser légèrement de 5% l'enveloppe qui est sur l'emploi et le développement économique. Donc nous avons, sur ces 338 millions d'euros, il y a une grosse partie, bien sûr, pour les adultes relais. Il y a une partie maintenant qui sera à peu près de 46 millions d'euros qui est sur l'emploi et le développement économique dans les quartiers populaires. Et ces crédits seront principalement orientés vers l'insertion par l'activité économique, l'accompagnement des publics vers l'emploi, par rapport à ce que vous indiquez sur la question de l'accompagnement personnalisé. Bien sûr, c'est une de nos problématiques. Plus large, on peut dire l'accès au service public de l'emploi. Donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, toute la forme de mobilisation qu'il peut y avoir au sein des régies de quartier, au sein des amicales de locataires, au sein des parents d'élèves, des associations de parents d'élèves. On voit bien dans ces quartiers, on a une vraie difficulté pour que les personnes viennent voter, pour avoir des représentants de parents d'élèves, etc. Tout ça, pour nous, c'est de l'or. Et tout ceci devrait se retrouver dans les conseils citoyens. Donc voilà, sur la question de la participation citoyenne. Donc là, il y a une mobilisation qui est en train de naître sur un territoire.
Et donc, on a desserré. Les contrats de ville devaient être signés pour fin 2014. Et donc, quand nous sommes arrivés avec Patrick Caner, nous avons pris la décision de repousser de 6 mois jusqu'à juin 2015. Les contrats de ville pourront être signés, justement pour qu'il y ait une participation des habitants au diagnostic. Bonjour Madame la Ministre, Jean-Pierre Courset, je suis le président de la régie de territoire du pays de Lunel dans l'Hérault. Cette régie étant administrateur du réseau national du CNLRQ. Ce matin, il était question de l'implication du réseau et des résultats sur le dispositif Emploi d'avenir. Et donc, avec les engagements que vous connaissez, qui ont été pris par le réseau, vous avez dit que vous connaissiez aussi les régies, donc je n'ai pas besoin de vous rappeler que les régies ne sont pas des mendiants, si vous voulez, et que pour embaucher des gens, il faut avoir du travail, c'est la première des conditions, indépendamment quel que soit le dispositif, etc. Et pour avoir du travail, il faut donc accéder, pour une bonne part d'entre nous, à des marchés publics. Donc, vous avez cité tout à l'heure les clauses qui sont contenues dans les dispositifs, etc. Mais toutes les clauses ne sont pas identiques. Et me basant sur les travaux précédents de la tête de réseau, le CNLRQ, sur l'accès au marché public et notamment le mode de passation de marché, article 30, etc., de cette manière-là, je voulais simplement attirer votre attention sur le fait que, justement, concernant les régies, il serait important que vous puissiez indiquer que cette fameuse article 30 qui donne la plus grande souplesse aux donneurs d'ordre, d'ailleurs, sur l'objet du marché, puisqu'en fait, il s'agit d'acheter, de passer un marché sur un achat d'heures d'insertion et non pas sur une finalité d'un travail, le reste n'étant que le support technique, eh bien, est le marché le mieux approprié au développement économique concernant les régies. Donc sur les aspects de professionnalisation, on a soutenu la mission locale angevine, au-delà de l'aide de l'État qu'ils avaient dans le cadre du dispositif Emploi d'avenir, notamment pour les amener à travailler avec les employeurs sur le volet formation. Et puis, on a lancé un dispositif financier de soutien à la création d'emplois d'avenir en association, en distinguant deux champs, donc le champ de l'insertion professionnelle, donc en majorant l'aide de l'État de 15%, de 15% du SMIC, et puis une aide spécifique à 10% du SMIC pour les autres associations qui interviennent dans les champs de compétences de l'agglomération, donc l'environnement, le tourisme, la politique de la ville notamment. Sur le quartier des Hauts-de-Saint-Aubin, où le siège de la régie d'Angers était, puisqu'il vient de bouger, mais était, c'était un quartier en pleine rénovation urbaine avec des clauses d'insertion pour lesquelles on a tenté de mobiliser et d'embaucher des jeunes du quartier de Verneau. On l'a fait notamment pour un équipement de piscine. Pour autant, les jeunes qui ont été embauchés par la régie de quartier sur le chantier d'avenir, eux, ils n'avaient pas accès, ils n'arrivaient pas à entrer dans les clauses d'insertion, etc. On n'arrivait pas à les positionner. On les a travaillés aussi sur l'accueil des antennes. Il faut savoir qu'on est présent sur les 5 quartiers d'habitat social d'Angers. Et chaque antenne a un emploi d'avenir qui est sur des missions d'accueil, d'animation des habitants et de médiation. On est parti de CUICAE, 6 CUICAE qu'on a transformés finalement en 12 globalement emplois d'avenir. Ça donne plus de temps, ça donne de la formation, ça donne du tutorat et ça permet d'élargir les missions et les champs professionnels aussi pour ces jeunes en termes de formation et de débouchés derrière. Donc c'est extrêmement positif. On a revisité certaines choses, on s'est dit mais nous, comment on intègre au fait nos salariés ? On prévoit de faire des entrées en emploi d'avenir encore en 2015. On en prévoit 50 000 pour l'instant et que donc on espère bien que cette dynamique des emplois d'avenir continuera l'année prochaine et continuera avec votre soutien. Mais comme vous le disiez, il y a des jeunes qui ne sont même pas en état de rentrer dans ces programmes classiques, que ce soit les emplois d'avenir et a fortiori la clause quand il faut les mettre en contact avec un employeur. Et pour ces jeunes-là, on a conçu un programme qui s'appelle la Garantie Jeune, avec les régies de quartier, une forme de partenariat, encore une fois à imaginer, parce qu'on ne l'a pas construit, et pour voir comment ces jeunes, une fois qu'ils sont passés par le début du programme, on peut leur tendre la main, leur faire les accueillir en période de mise en situation professionnelle, tout simplement, en stage, en rencontre, éventuellement leur proposer un contrat court,
Comment est-ce qu'on peut les faire passer par différentes étapes jusqu'à une insertion professionnelle plus durable? Vous savez que nous avons quand même un partenariat très ancien avec la DGEFP. Puisque vous êtes là, Madame Vargon, je voudrais dire que les 2 premières administrations de l'État qui ont reconnu tout l'intérêt des régies de quartier, c'était les directions départementales du travail et de l'emploi de l'époque, et bien sûr le ministère de la Ville. Et donc on a un long partenariat, puisque les régies, enfin moi j'y suis déjà depuis longtemps dans le réseau, mais c'est donc sympathique que vous soyez venus conclure nos travaux.